c'est G, puis Bonjour. Jérôme Proulx, enchanté. Bonjour. Jérôme Proulx, enchanté. Bonjour. Jérôme Proulx, enchanté. Samuel, enchanté. Samuel, enchanté. Guillaume, enchanté. Samuel, enchanté. Bonjour et bienvenue à la présentation du cas de sentence arbitrale. Je demanderai à l'équipe juge de lever la main. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. À tour de rôle, vous disposerez de 12 minutes pour présenter votre argumentaire. Par la suite, une période de 5 minutes vous est allouée afin de préparer un contre-argumentaire fondé sur la présentation de l'équipe adverse ainsi que des nouveaux arguments. Vous disposerez par la suite de 5 minutes pour présenter votre contre-argumentaire et conclure votre présentation. L'ordre de passage des équipes reste toujours la même pour les deux étapes du cas. Présentation, contre-argumentaire et conclusion. Et c'est l'équipe qui a le fardeau de la preuve qui débutera. Au cours de la présentation, chacun des participants devra prendre la parole. Le temps minimal de présentation pour la première partie est de 8 minutes et de 3 minutes pour la seconde partie. Le non-respect du temps de présentation sera pénalisé à concurrence d'un point par tranche de 30 secondes. Pour l'argumentaire initial de 12 minutes, je vous indiquerai le temps restant à l'aide des cartons. Lorsqu'il me restera 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur mes doigts. Pour la période de préparation de 5 minutes et pour la période de présentation et pour la période de présentation, votre contre-argumentaire et conclusion de 5 minutes, je vous indiquerai le temps à l'aide des cartons lorsqu'il restera 2 minutes et 30 secondes. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler après la fin du décompte, les points seront enlevés. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Diane Gagné, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, bonjour, Catherine Grouillard, avocat côté patronal. bonjour, Pierre Saint-Arnaud, avocat, arbitre en droit du travail depuis 13 ans. Claude Rioux, j'étais syndicaliste pendant 30 ans. Et puis, je fais de la formation maintenant. Avant de débuter, j'ai une déclaration à vous faire. Nous sommes prêts à entendre votre argumentaire. Que l'équipe ayant le fardeau de la preuve commence. Mesdames, Messieurs, Syndicat. mort de l'arbitre, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, Guillaume, Andrea et moi-même, Samuel, du côté syndical, venons vous présenter le grief de Mme Annette Gagnon. Donc, suite au dépôt du grief en janvier passé, nous réclamons tout d'abord que Mme Gagnon soit promue au poste de conductrice de chariot élévateur, et ça, dès maintenant. Par la suite, nous demandons également aussi des dommages punitifs et moraux, ainsi qu'une compensation pour la perte salariale de cette dernière, puisque la fierté, son estime de soi, ainsi que son épanouissement dans son milieu de travail ont été lourdement affectés dernièrement. En fait, sa promotion a été refusée, nous le démontrons un petit peu plus tard, puisque celle-ci fait face à la discrimination. Si on se fie à l'article 16 de la Charte des droits et libertés de la personne, le seul motif qui aurait été valable, ce serait vraiment des accommodements excessifs qui auraient pu qui auraient pu vraiment empêcher que la promotion de Mme Gagnon, mais or, on se rend compte que cet employé est à l'emploi de l'entrepôt depuis plus de 12 ans et que ce n'est pas une condition nouvelle pour l'employeur. Donc, vraiment, on peut constater qu'il n'y a aucun accommodement excessif qui aurait dû être réclamé pour la promotion de cette dernière. On souhaite également aussi remettre quelques faits en perspective de la preuve. Donc, l'handicap de Mme Gagnon, tel que mentionné dans le grief, en fait, était déjà connu de tous les employés et ce n'était vraiment pas une nouvelle parce que, comme mentionné plus tôt, elle est employée de l'entreprise depuis maintenant 12 ans.
son dossier est sans tâche, tant au niveau des mesures disciplinaires, aussi ce qui en concerne les normes de santé et sécurité au sein de l'entreprise. Ensuite de ça, en décembre 2017, lorsqu'elle a appliqué pour le poste de conductrice de chariots élévateurs, en fait, ce poste-là, c'est vraiment une transition latérale. On ne parle pas vraiment d'une grande promotion, mais c'est quand même quelque chose qui va l'aider puisque c'est moins difficile physiquement pour cet employé-là. Et également, au sein de l'entreprise, au sein de ses coéquipiers, c'est quand même un poste qui est valorisé. Donc, le 22 décembre, elle reçoit sa lettre de refus comme cause qu'il y aurait eu, en fait, elle aurait été exemptée de la clause de la convention collective, la clause 10.17, pour une limitation fonctionnelle, alors que la clause 10.11 de la convention collective, les parties reconnaissent que c'est l'ancienneté qui est le facteur déterminant entre les salariés ayant la qualification pour une fin de promotion. Donc, l'employeur a donné comme motif pourquoi il n'a pas donné la promotion, que c'est par des raisons de santé et sécurité au travail. Or, si on peut voir l'historique, on peut se rendre compte que c'est l'employeur qui a été fautif par rapport à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. L'article 51 de la LSST dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité du travailleur. Cela passe d'abord par informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation et entraînement et supervision appropriée afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habilité et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire. Or, l'handicap de Mme Gagnon a été connu depuis qu'elle est en poste. Et si vraiment ça avait été une raison là, pour ne pas faire sa promotion, là, il aurait dû prendre des mesures avant. Mme Gagnon se promène déjà dans l'entrepôt, dans des zones qui ne sont pas balisées, qui ne sont pas protégées. Donc, on peut voir que c'est vraiment l'employeur qui ne respecte pas là, ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. De plus, l'article 20.3 de la Convention collective dit que l'employeur doit informer le comité de santé et sécurité au travail de transmettre toutes les informations nécessaires par rapport pour être utile pour faire l'identification des risques. Or, dans ce cas-ci, ils n'ont jamais abordé la question de handicap de Mme Gagnon, ni au comité de santé et sécurité au travail, ni au comité patronal syndical. C'est vraiment suite à ce que Mme a voté a appliqué pour sa promotion qu'à ce moment-là, l'employeur a voté ces motifs-là. Dans le règlement de santé et sécurité au travail, en ce qui concerne les chariots élévateurs, on lit que la CNST dit que ça passe par la prévention, par la formation. Donc, c'est pour ça que dans le RSST, en ce qui a trait au chariot élévateur, il y a une formation qui va être donnée à tous les conducteurs de chariots élévateurs. Puis ça passe par justement tout ce qui est la prévention de la santé et sécurité en évitant bien les risques. C'est récemment que l'employeur, dans la rencontre en septembre, que l'employeur a abordé qui voulait identifier les risques de santé et sécurité au travail. Mais encore une fois, il n'y a jamais été question de l'handicap de Mme Gagnon. Donc, je transmets la parole à mon collègue pour poursuivre dans la promotion. Donc, la vision périphérique des gens sourds est augmentée significativement. En fait, une étude de l'Université de Sheffield, dirigée par le docteur Joanna Robinson, confirme que, et je vais vous citer en anglais, the research shows that adults who have been deaf since birth may have advantages over hearing people in terms of the range of vision. For example, deaf people could be a lot more proficient in jobs which depends on the ability to see a wide area of activities and respond quickly to situations such as sport referees, teachers, and CCTV operators. En effet, la capacité supérieure du visuel périphérique de Mme Gagnon est l'élément déterminant de ses capacités fonctionnelles quant au poste recherché. Mme Gagnon a de plus un permis de conduire de classe 5 depuis plus de 20 ans avec un dossier irréprochable. Selon des études réalisées par Booher HR, une personne sourde de naissance ne présenterait pas davantage d'accidents routiers ni de violations du code de la sécurité routière comparativement à la population générale. En effet, le sens le plus important pour un conducteur de chariot élévateur est la vue. Selon les conclusions de l'enquête de la CNESST, décès d'un travailleur chez Alcoa Aluminerie de Deschambault SSC,
Un cariste a débuté une manœuvre de recul. Un opérateur se trouvait à proximité. Il n'a pas entendu l'alarme de recul du chariot élévateur. Par conséquent, il a été heurté puis écrasé par le chariot élévateur, à lequel il faisait dos. L'enquête a déterminé que la cause de l'accident était bel et bien la négligence du cariste à bien observer son angle mort lors de sa manœuvre. Par conséquent, on remarque que la capacité fonctionnelle la plus importante est bien la vue et que Mme Gagnon a une vue qui est supérieure à la moyenne et que les droits lui reviennent en fait d'obtenir le poste qu'elle recherche. Donc, afin de synthétiser notre point de vue, messieurs, mesdames, membres, les arbitres, on peut constater que, oui, l'handicap de Mme Gagnon nécessite des mesures de prévention additionnelles au sein de l'entreprise. C'est quelque chose que le patronat a déjà tenté de pallier et la recommandation de Mme Vézina dans son témoignage stipule qu'il devrait revoir les mesures de prévention et d'identification des risques en ajoutant par exemple des rétroviseurs dans des endroits stratégiques de l'entreprise et aussi d'avoir des sentiers plus balisés. Or, on peut admettre que cette période de transition et d'adaptation de nouvelles mesures pourrait se faire autant dans le nouveau poste de Madame suite à sa promotion. Pour ce qui est de notre réclamation des dommages punitifs, nous sommes allés voir dans la jurisprudence un cas de la Commission québécoise des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Médiagraphe dépôt. En fait, pour faire une synthèse de cette jurisprudence-là, une personne sourde, M. Arria, a prouvé qu'il a été discriminé lors de l'entrevue, et ce qui a mené à une non-embauche. Dans ce jugement-là, le juge a demandé un dédommagement de 5 000 $ en dommages moraux. C'est la même chose que nous demandons aujourd'hui. Et par la suite, puisqu'en fait, Mme Gagnon n'est pas en mesure n'est pas en mesure d'atteindre son droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité de ses droits. Et si on se base aussi sur l'annexe A de la Convention collective de l'entreprise, il y a un écart de 85 sous entre le salaire d'un chauffeur et le salaire d'un préposé à la préparation des commandes. Donc, si on traduit cet argent-là, 85 sous, à 40 heures par semaine, pendant 49 semaines, puisqu'elle a été refusée le 22 décembre passé, c'est 1 666 $, messieurs et mesdames l'arbitre, que nous réclamons également pour Mme Gagnon. Merci. Alors, j'aimerais remercier le Parti syndical. Donc, bonjour, mesdames et messieurs les arbitres. Aujourd'hui, Lydia, Lisanne et moi-même Jérôme formons les représentants de la partie patronale pour la présente plaidoirie. C'est par prépondérance de preuves que nous démontrerons que le grief contestant le refus de promotion du poste de conductrice aux chariots élévateurs de Mme Annette Gagnon n'est pas fondé sur des causes justes et suffisantes. Tout d'abord, laissons-nous nous remémorer certains faits qui seront pertinents à la preuve. Mme Gagnon, c'est une employée depuis 12 ans dans notre entreprise à titre de préposée à la préparation des commandes. C'est en décembre 2007 que celle-ci applique pour un nouveau poste qui a été ouvert, donc conductrice de chariots élévateurs. Donc, elle a appliqué pour le poste. M. Clarence Dufour, le directeur des ressources humaines, est un petit peu complexé par la situation vu le handicap de Mme Gagnon, qui est la surdité. Il a fait appel à M. Harvey, qui est le directeur en santé et sécurité, et à M. Robichaud, qui est le superviseur en chef de l'entrepôt, pour analyser et évaluer les retombées de la possible promotion qui pourrait lui être accordée. Les trois hommes se sont rencontrés 2 fois et ont discuté longuement sur le sujet. Ils ont depuis fait des analyses, des recherches, et ils en sont venus à la conclusion que la situation pouvait atteindre la santé et la sécurité d'autrui au travail. Donc, le 22 décembre, M. Dufour a informé Mme Gagnon de la situation par le biais d'une lettre de refus que celle-ci lui a été remise. C'est en janvier 2018 que le syndicat a déposé au nom de la plaignante un grief contestant le refus de promotion du poste à Mme Gagnon. Donc, d'où la question en litige.
Est-ce que la mesure administrative, soit le refus d'accorder une promotion à Mme Gagnon à titre de conductrice de chariots élévateurs, est raisonnable? Donc, pour débuter l'argumentaire, on aimerait rappeler l'une des obligations que l'employeur a en vertu du Code civil du Québec, article 2087. En effet, l'employeur doit prendre des mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés selon la nature du travail. En refusant la promotion de Mme Gagnon, l'employeur a voulu éviter de mettre en péril la santé et la sécurité de la plaignante, mais également de tout le personnel et les visiteurs fréquentant l'entrepôt. Donc, avant de prendre sa décision, l'employeur a tout de même analysé la convention collective, il a analysé la situation particulière de Mme Gagnon, il a fait plusieurs recherches, il a fait de longues discussions avec ses collègues de travail et il en est tout de même venu à la conclusion que d'accorder la promotion à Mme Gagnon était une décision qui était irresponsable et extrêmement dangereuse, parce que ça pouvait créer des situations de risque. Il est évident que la partie syndicale se heurte toujours à notre argumentaire de santé-sécurité, parce que, premièrement, la santé-sécurité, c'est quelque chose qui est primordial dans une entreprise et la prise d'informations auditives en tant que cariste est également une chose primordiale dans le métier d'un cariste. L'IRSST, soit l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, qui est un organisme privé sans but lucratif et québécois, où la majorité de son financement provient de la CNESST, a récemment publié un rapport, soit le rapport 601, dans lequel il y a une étude qui démontre l'importance des éléments sonores dans la carrière d'un cariste. Excusez-moi. Donc, dans cette étude, les caristes mentionnent qu'il y a un danger potentiel pour les piétons dans les axes de circulation des chariots élévateurs. On se le rappelle, notre entreprise est un entrepôt, donc toute la superficie de l'entrepôt et des lignes pour les chariots élévateurs. En fait, il y a juste des chariots élévateurs là-dedans, c'est un entrepôt, on fait import-export et tout, donc il y a des chariots élévateurs. Puis, même s'il y a des trajets de sécurité qui sont mis, ben, il ne faut pas enlever la possibilité qu'il y ait un piéton qui sorte de ces lignes de sécurité-là, parce que la collision entre un piéton et un chariot élévateur peut devenir extrêmement catastrophique. Vous l'avez démontré avec un exemple tantôt. Donc, contrairement aux chariots élévateurs, les piétons ne produisent pas de bruit. Donc, c'est très important d'être alerte aux éléments sonores parce que si on se fie seulement à la détection visuelle, il peut y avoir des éléments qui vont obstruer la vision, tels que le nombre de charges qu'il y a sur les fourches du chariot élévateur ou la personne qui va être masquée par je ne connais pas le langage de chariot élévateur, mais par les côtés. Donc, c'est important que le cariste ne se fie pas seulement sur sa vue pour évaluer les dangers de son environnement. Donc, pour enchaîner l'argumentaire, la Charte québécoise des droits et libertés mentionne qu'on ne peut pas discriminer un employé en raison d'un handicap. Toutefois, elle mentionne qu'il y a des exceptions à la règle. Donc, l'article 20 de la Charte mentionne qu'une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par l'emploi est réputée non discriminatoire. En raison de son handicap auditif, Mme Gagnon ne répond donc aucunement aux critères exigés par le poste. En fait, sa capacité auditive qui est limitée est primordiale afin d'assurer la sécurité d'autrui au sein de l'entreprise. De plus, 2 articles de la Convention collective s'alignent dans le même sens que la Charte. D'abord, l'article 10 mentionne et reconnaît que l'ancienneté est un facteur déterminant entre les salariés pourvu qu'il y ait les qualités et puisse répondre de façon satisfaisante
aux exigences du poste à l'intérieur d'une période de 10 jours travaillés. Ayant une surdité congénitale, il est évident que Mme Gagnon ne répond pas aux exigences du poste et qu'elle ne peut développer en 10 jours ses capacités exigées au poste en raison hors du contrôle des deux parties. En ce sens, l'article 10.17 de la Convention collective mentionne ici la possibilité de ne pas considérer l'ancienneté pour une attribution de poste si l'employé est incapable d'accomplir ses exigences attribuées au poste, entre autres pour des raisons de limitation fonctionnelle. Pour toutes ces raisons, Mme Gagnon ne s'est pas vue attribuer le poste pour des raisons justifiées et en aucun cas cela signifie de la discrimination. Bien que l'employeur n'ait pu offrir le poste à Mme Gagnon en raison de sa surdité, celui-ci n'est aucunement dans l'obligation d'accommoder raisonnablement, seulement dans le cas où pourrait engendrer, de 1, des dépenses qui sont difficiles à absorber pour l'entreprise, de 2, entraver le bon fonctionnement de l'organisation, et puis finalement, porter une atteinte importante à la sécurité d'autrui. En effet, lors de la procédure d'analyse de risque, le but premier est de réduire les risques au maximum. Pour y parvenir, on doit corriger le danger à la source. Dans cette situation-là, le danger est la surdité de Mme Gagnon. L'employeur est conscient qu'il est plutôt évident que c'est difficile à corriger cette situation-là, mais il est déraisonnable de croire que le simple fait de poser des rétroviseurs sur un chariot élévateur, ça réglera la situation au grand complet. Puisque l'employeur n'est pas en mesure de réduire les risques au maximum, l'accommodement porterait une atteinte importante à la sécurité de tous. Suite à tous ces arguments, nous vous demandons, mesdames et messieurs les arbitres, respectueusement de rejeter le grief contestant le refus d'accorder la promotion à Mme Annette Gagnon et de lui verser aucun dommage punitif, moral, ainsi que toute autre somme pouvant s'y rattacher. Merci. La période de consultation de 5 minutes va commencer. C'est pas capable. Moi non plus. Tu penses?
Il reste 2 minutes. Il reste 30 secondes. La période est terminée. Tu peux commencer. L'employeur a apporté beaucoup d'arguments par rapport à la santé et sécurité des travailleurs. Or, on remarque encore une fois là, que ça date depuis que Madame est à l'emploi, que cette condition-là est connue, que vous êtes au courant de cette condition-là, puis qu'il n'y a jamais aucun accommodement qui a été fait par rapport à ça. Qu'elle soit cariste ou qu'elle travaille à l'entrepôt en préparation de commande, si vraiment sa survie représente un danger, elle le représente tout autant d'un ou de l'autre. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous allez la congédier si jamais, parce que tout d'un coup, vous réalisez que sa survie devient un problème? Je pense que si vous aviez été de bonne foi, quand vous avez abordé dans la rencontre en septembre, que vous vouliez identifier les risques à la source, à ce moment-là, vous auriez pensé tout de suite à l'handicap de Mme Gagnon. Ça fait 12 ans qu'elle travaille pour votre entreprise. Ça fait 12 ans qu'elle a un dossier administratif irréprochable, qu'au niveau de santé et sécurité au travail aussi, elle n'a aucune sanction. Tout est bien de ce côté-là. Donc, je pense que votre responsabilité, c'est de trouver justement un accommodement pour elle en lui offrant le poste. Vous avez aussi mentionné qu'il y avait une exception par rapport à l'article 10.1 de la Convention, puisque si un employé est inapte à effectuer le poste, l'exception s'applique. Nous avons démontré que l'employé est apte à obtenir le poste, puisqu'il, entre autres, possède un permis de conduire depuis plus de 20 ans avec aucun manque. En fond, de plus, le Code de sécurité routière présente qu'une personne sourde de naissance ne présenterait pas davantage d'accidents routiers que la population générale. De plus, le niveau de danger entre la conduite d'un véhicule routier et d'un chariot reste sensiblement non significatif. La différence n'est pas significative à l'équilibre. Merci. Pour conclure notre argumentaire, mesdames, messieurs les arbitres, nous voyons clairement qu'il y a un manquement en termes de mesures de prévention et d'identification des risques au sein de l'entrepôt de l'employeur. C'est quelque chose qui a été identifié et depuis septembre, vous avez mandaté Mme Vézina à identifier ces mesures qui pourraient être mises en place justement pour faciliter, pour améliorer la santé et la sécurité au travail. On constate justement que ça pourrait être l'ajout de rétroviseurs, des sentiers balisés, mais qu'elle soit en tant que piétonne ou qu'elle soit en tant que cariste, il y a toujours un danger. Qu'est-ce qui arrivera si Mme Gagnon, en tant que préposée, se fait reculer parce qu'elle n'entendait pas un camion reculer? C'est vraiment aussi le prochain risque, c'est à tous les employés d'avoir des mesures additionnelles. Et comme vous le mentionnez aussi,
l'importance des éléments sonores pour les caristes, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont autour que les gens qui les conduisent que c'est important, parce que c'est eux qui font face à un risque. Donc, ce que nous vous recommandons aujourd'hui, messieurs, mesdames, les arbitres, c'est vraiment d'accepter notre grief parce que, premièrement, elle a tous les qualificatifs. Elle a un permis de classe 5 depuis 20 ans, aucun accident, aucune infraction. Elle a aussi 12 ans d'ancienneté. C'est quelque chose qu'elle a toujours eu un excellent dossier au sein de l'entreprise et elle a l'ancienneté, donc elle a tous les prérequis pour l'emploi. Merci. Donc, merci à la partie syndicale. Mesdames et messieurs l'arbitre, plus tôt, on a mentionné de l'autre côté l'article 16 de la Charte québécoise des droits et libertés, en mentionnant la discrimination auprès de Mme Gagnon. Par contre, je vous ai mentionné plutôt que l'article 20 était plutôt la référence en matière de loi et qu'on avait le droit de faire une préférence fondée sur les aptitudes et qualités requises et que c'était réputé non discriminatoire. Et encore une fois, la convention collective, avec l'article 10.17, vient mentionner qu'avec des limitations fonctionnelles de la part d'un employé, encore une fois, il est possible de retirer la possibilité d'offrir le poste à Mme Gagnon. De plus, malgré le fait que Mme Gagnon est une bonne employée et on reconnaît ses années de service, 12 ans parmi nous, on est très fiers qu'elle soit avec nous, c'est une bonne employée et on est fiers aussi, on est content qu'elle a un dossier sans tâche. Par contre, on est dans un cas de mesure, pas disciplinaire, mais administrative et on ne peut considérer les facteurs d'atténuance d'une mesure disciplinaire. Ici, nous avons fait preuve de notre droit de gérance et nous avons le droit, puisque nous considérons que Mme Gagnon ne possède les qualités pour effectuer son poste et que c'est dangereux de lui attribuer un poste de cariste où est-ce qu'elle a la vue obstruée et qu'elle pourrait mettre en danger la sécurité d'autrui. L'accommodement raisonnable se doit d'être fait lorsqu'il est lieu. Madame Gagnon est en poste et elle n'avait pas besoin d'accommodement raisonnable plus tôt puisqu'elle effectuait ses tâches sans difficulté et sans problème. Elle a postulé pour un nouveau poste qui exige des nouvelles exigences et d'où la possibilité d'accommodement raisonnable que nous avons analysé attentivement, soigneusement pendant un long moment afin de considérer la possibilité d'y offrir le poste et malheureusement, nous avons constaté que c'était dangereux et irresponsable de lui permettre l'accessibilité à ce poste. Donc, nous considérons que Mme Gagnon n'était pas apte à postuler et à effectuer ce poste de cariste. Donc, pour revenir aussi sur la jurisprudence que la partie syndicale nous a apportée, en fait, la jurisprudence était une jurisprudence par rapport à la discrimination lors de l'embauche et non lors de la promotion. Donc, comme Lydia vient juste de le mentionner, un nouveau poste, des nouvelles exigences. Mme Gagnon ne répond pas à ces nouvelles exigences et ce, même si sa vue est supérieure à toutes les autres personnes, il manque quand même l'information auditive qui est primordiale dans le travail d'un cariste. Je vais le répéter encore, mais dans un chariot élévateur, on ne voit pas tout ce qui se passe, même si notre vue est supérieure. De plus, même si Mme Gagnon est capable de circuler en auto ou en vélo, l'auto et le vélo n'ont pas de fourches qui sont très dangereuses et saviez-vous que le chariot élévateur peut peser jusqu'à 6 fois plus lourd qu'un automobile, donc c'est encore plus dangereux. C'est pas pour rien que dans plusieurs entreprises, la protection auditive est très mitigée pour les chauffeurs, pour les caristes. En fait, beaucoup de caristes demandent de ne pas avoir de protection auditive parce qu'ils n'entendent pas bien et ils trouvent ça extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça que nous vous demandons, mesdames et messieurs les arbitres, de rejeter le grief contestant le refus de la promotion à Mme Gagnon et de ne verser aucun dommage punitif et moraux. Merci. Je vais maintenant terminer pour le tour de l'équipe.